13h se poursuit tout de suite avec notre rubrique Côté Confrères. Le 14 novembre dernier, le Sénat a adopté l'énième projet de loi immigration souhaité par le gouvernement, mais dans une version nettement durcie par la Chambre dominée par la droite et soutenue par ses alliés centristes. Un texte qui sera étudié par l'Assemblée nationale à partir du 11 décembre prochain, mais qui inquiète déjà vu la liste des mesures qui donnent le tournis: suppression de l'aide médicale d'État, l'AME, restriction du droit de vivre en famille via le regroupement familial, renforcement de la double peine, restriction des conditions d'accès à la nationalité française, mise à mal des et jusqu'à la suppression des protection contre les obligations de quitter le territoire au détriment de tout discernement et de toute considération humaine, ou encore durcissement de la rétention administrative qui, pour les demandeurs d'asile, pourrait alors conduire à des expulsions sans que la légalité de l'interpellation et le respect des droits soient examinés par le juge des libertés et de la détention. C'est tout naturellement que ce dernier point nous fait donc nous arrêter sur le cas précis des CRA, ces centres de rétention administratifs, dont le tout récent, près de Lyon, est vanté comme exemplaire par les autorités. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui-même l'ayant inauguré en juillet 2022. Bonjour Célia. Salut Jamil. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Merci d'être ici aujourd'hui. Alors, comment et pourquoi as-tu décidé d'aller visiter ce centre à Lyon ? Évidemment, ce qui nous a poussé à le faire, c'était l'actualité qui arrivait, qui était ces débats à la fois au Sénat mais aussi à l'Assemblée nationale sur ce projet de loi immigration. Donc on s'était dit que les centres de rétention administrative étant des centres où sont amenées les personnes sans papier avant d'être reconduites dans leur pays d'origine, on s'est dit que c'était un focus intéressant, sachant que le projet de loi allait être bientôt débattu. Et comment ? Parce qu'en fait, on a appris que des députés de la France insoumise allaient faire jouer leurs droits en tant que parlementaires, leurs droits de visite de lieux de privation de liberté. Donc il n'y a pas que les CRA, mais aussi les prisons, etc. Et en fait, en ayant appris ça, on nous a proposé de venir avec eux et c'est vrai que nous à Mediapart on l'avait déjà fait ce genre de visite, mais on l'avait jamais fait en vidéo et on s'est dit que c'était important aussi de documenter avec des images à quoi ressemblent en fait ces lieux qui sont finalement assez peu ouverts au public. On voit assez peu d'images de ces lieux-là. On va voir quelques extraits juste après. C'est vrai que les images sont plus percutantes que les mots. Ouais. On le dit, une image vaut 1000 mots et on va le voir. Alors, un droit de visite surprise, comme tu le dis là, enfin surprise, parce que c'est le cas, ils ne se préviennent pas d'abord, ni vous d'ailleurs, pour les députés, qui n'a pas été simple du fait de ta présence, de votre présence et de la caméra. Tu peux nous expliquer ? En fait, normalement, dans les textes, les parlementaires, donc sénateurs ou députés, ont un droit de visite dans ces lieux de privation de liberté. Donc, ils n'ont pas l'obligation de prévenir. Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est de pas prévenir pour qu'il n'y ait pas de préparation dans les lieux de privation de liberté à leur venue. Et ils ont le droit d'être accompagnés de journalistes et ils ont le droit d'être accompagnés de journalistes de n'importe quel type de médias, donc que ce soit écrit, radio, télévision, images, donc comme nous. Et en fait, à notre arrivée, on nous a dit qu'il allait pas avoir de problème. Et puis finalement, la présence de notre caméra a été apparemment un petit souci. Et on a dû quand même pendant assez longtemps négocier notre présence, négocier le fait qu'on puisse accompagner les députés. On nous a d'abord fait croire qu'il fallait qu'on ait une autorisation préalable de la préfecture, ce qui est faux, puisque dans les textes, il est écrit que ces députés peuvent être accompagnés de n'importe quel journaliste. Ça a été très compliqué, en fait, de devoir négocier un droit qui est pourtant qui nous est propre, en fait. Et ça a duré, on a attendu quand même 3 heures dans une pièce sans fenêtre. Voilà. Et donc on a un peu touché d'un peu près la réalité de ce que c'est que d'être enfermé, bien en fait, dans des lieux avec très peu d'accès à l'extérieur. Même si évidemment ça n'a absolument rien à voir avec le quotidien des personnes qui sont retenues dans les CRA. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un souci avec la présence de journalistes, avec la possibilité de publicisation en fait de l'intérieur de ces lieux. Et je vous propose du coup chez vous là de voir un extrait vidéo, les premières images filmées par Bérénice Gabriel. J'ai Eric qui t'accompagnait à ce moment-là au CRA, ta collègue à Lyon. C'est parti. Après 3 heures d'attente pour une simple application du droit, les portes du CRA du futur s'ouvrent enfin. La commandante du centre prendre effectivement les dispositions nécessaires pour vous faire accéder à l'intérieur. On commence la visite par les salles d'attente où sont installés les retenus à leur arrivée au CRA. Le ton de la visite est donné. C'est bizarre. C'est quand même étonnant ce truc-là. Ça vous interpelle pas, madame ? J'en vérifiera, je vais faire nettoyer. C'est pas exactement ce qu'il s'agit. En tout cas, c'était pas très propre. Et là, il y a à nouveau des traces de sang ou de sang, ou enfin de matière fécale, ou enfin quelque chose de marron. Alors du sang
je n'y crois pas. Par contre, de la nourriture, ça c'est possible. Je trouve que ça a plutôt couleur de matière fécale ou de sang. Ouais, moi aussi je trouve. C'est quand même sinistre. Cette insalubrité du CRA 2 avait déjà été relevée par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans un rapport. Les hébergements y sont inadaptés ou sous-dimensionnés, anxiogènes, dégradés et mal entretenus. Les retenus y sont privés d'intimité, d'activité, de perspective et dans l'ensemble, largement livrés à eux-mêmes. Un constat qui se vérifie sur place. Par exemple, des draps installés par les retenus servent de porte pour les toilettes. Devant des gens, des fois, je rentre pour faire pied. Oui, on ne peut pas. Il y a un collègue avec moi là, on ne peut pas. Et ça, c'est nous, on a mis comme ça. On comprend du coup avec les quelques extraits, on invite bien sûr les personnes qui nous regardent à aller voir le document entier sur Mediapart, que ça pouvait effectivement gêner et que ça gêne la communication, tout du moins ce qu'on peut on peut comprendre de ce centre qui était très bien à l'extérieur, on l'entend, on le voit au début de ton sujet. D'ailleurs le député Coulombe, député LFI, décrit l'extérieur comme plus hautement sécurisé qu'une prison. Enfin il y a quelque chose. Oui. Alors du coup pire qu'une prison, pourquoi les gens disent pire qu'une prison? Enfin, pire qu'une prison. Moi, j'ai jamais fait de visite en prison, donc je prends pour comptant, enfin en gros ce que les personnes retenues m'ont dit et aussi ce que les députés qui avaient eux-mêmes visité une prison la veille m'ont dit. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de l'extérieur. Les murs sont très hauts, il y a des barbelés, il y a un dispositif anti-voiture bélier, il y a une espèce de pont-levis devant l'entrée. Enfin bon, c'est assez impressionnant pour en fait la rétention de personnes qui ne sont pas des criminels, qui sont simplement des personnes qui n'ont pas de papier. On parle pas de personnes qui sont hautement dangereuses, etc. Mais qui en fait qui sont considérés comme tels, qui n'est pas un crime, mais qui sont considérés en fait au vu de ce à quoi ressemblent les centres de rétention administrative, qui sont considérés comme des personnes extrêmement dangereuses. Et ensuite à l'intérieur, je pense qu'on est quand même sur un niveau d'indignité qui est quand même assez impressionnant. Enfin là, les images qu'on voit, c'est évidemment pas de la nourriture. Moi, j'étais sur place, ça ne sentait pas la nourriture, ça sentait la matière fécale, quoi. Il y a en fait des excréments au mur dans les lieux qui sont les premiers lieux dans lesquels arrivent les personnes sans papier. C'est les lieux dans lesquels on les check, on vérifie, on leur fait des premiers checks de santé, etc., de contrôle pour savoir d'où ils viennent, etc. Et c'est quand même ça leur première vision du centre de rétention administrative. Et ensuite ça s'améliore pas puisque comme on le voit dans les rapides extraits, leurs lieux de vie sont absolument insalubres également. Enfin avec notamment des lieux des salles de bain, des toilettes, etc. qui sont quand même jamais nettoyés, quoi. Voilà. Et d'ailleurs toi là tu parles de matière fécale sur les murs, on a cru voir du sang à un moment donné. Tu as rencontré beaucoup de personnes, tu as interrogé pas mal de personnes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience-là, dans ce CRA? Le moment le plus marquant? Le moment le plus marquant, moi je pense que c'est il y a quand même une détresse palpable des personnes qui sont retenues dans ces centres-là, parce qu'il y a évidemment un manque d'informations sur ce qui va leur arriver, il y a un manque d'accès au droit qui est évident. Je veux dire, ils ont le droit à 1 heure dans une zone mixte où ils peuvent rencontrer des travailleurs sociaux, des personnes qui les aident à faire leur demande d'asile 1 heure par jour, ouais. Et ça roule en fait par bloc. Enfin bon, c'est très organisé pour que les gens ne se croisent pas. Sinon le reste du temps en fait, il y a beaucoup d'errance, quoi, en fait. Il y a rien à faire, il y a très peu d'activités, mais en fait, certains disent c'est pire que la prison parce qu'en prison, il y a des activités, en fait. En prison, la vie est encadrée. En prison, il y a des horaires spécifiques pour, des horaires de promenade, il y a des horaires d'activité, etc. En CRA, il y a pas ça, en fait. Il y a rien du tout. Il y a des lieux un peu dits extérieurs, mais qui sont grillagés, de tous les côtés. Même le sol, on le voit. Même le plafond est grillagé, Le plafond, le ciel, il n'y a pas d'accès réel au ciel, quoi, à la lumière ça peut paraître anecdotique, mais en fait, quand il reste plusieurs jours, plusieurs mois, bien sûr. Le plus long, la personne qui est restée le plus longuement. Normalement, c'est 3 mois maximum. Désormais, voilà. Il faut que la personne soit expulsée dans les 3 mois, sinon normalement elle est autorisée à sortir. Enfin, ils sont obligés de la laisser sortir. Mais souvent, en fait, d'ailleurs, c'est le cas, elles restent 3 mois. Elles sont pas expulsées parce que par exemple le pays d'origine n'a pas de deal avec la France ou a refusé de faire un deal de rapatriement avec la France et du coup les personnes sont libérées et puis quelques mois plus tard, elles se retrouvent à nouveau dans ces CRA. Donc c'est aussi des vies qui sont complètement hachées en fait par des passages dans des centres de rétention administrative qui
sont des passages qui sont douloureux psychologiquement, évidemment. Bien sûr, il y a d'ailleurs, tu prononces le mot passage, je l'avais noté, un passage assez perturbant dans ton sujet où les personnes parlent de, je cite, médicaments de zombies qui leur seraient donnés, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'était on n'a pas été les seuls évidemment à se rendre compte que ce fameux CRA du futur était en fait un CRA avec avec des conditions de vie qui étaient bien plus difficiles que les CRA classiques. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui est donc cet organe indépendant qui peut en fait visiter aussi ces lieux et faire des rapports, avait déjà dit en fait dans un rapport publié l'année dernière que il y avait une distribution dite massive de médicaments dans le CRA de Lyon. Nous, on était un peu interpellés, donc on a aussi posé des questions pendant notre visite. Il s'est avéré qu'assez facilement en fait les retenus nous parlaient de ces médicaments. En fait, ce sont des médicaments de type anxiolytique qui leur sont prescrits. Ils le savent quand ils le prennent ou alors Oui, ils le savent, je pense, quand ils le prennent. Après, c'est très compliqué pour nous de savoir ça de façon précise, parce qu'en fait, quand on est, nous, en train de visiter, la vie du CRA s'arrête un peu. Vous voyez, c'est un peu le grand événement, etc. Donc, la vie du CRA n'existe pas vraiment. Nous, on vient observer un peu un monde à l'arrêt où on discute avec les gens et tout, mais on voit pas grand-chose de ce qui se passe réellement. Mais en tout cas, il y a des prescriptions. Je pense que de toute façon, ce serait impossible que ce soit pas le cas. Il y a des prescriptions, mais en fait, c'est souvent parce que ce sont des personnes qui, à l'extérieur, sont des personnes qui ont des addictions, notamment à des drogues, dures ou moins dures, etc., et qui du coup en sevrage dans les CRA, puisqu'ils n'ont pas accès à leur drogue, en sevrage deviennent un peu, sont dans une détresse psychique, et donc on leur prescrit ce genre d'anxiolytique. Après, il y a quand même encore un doute sur est-ce qu'il était nécessaire ou pas de le faire, et nous on a rencontré le médecin qui a décidé de prescrire de façon assez massive donc ce genre d'anxiolytique, et en fait il dit que c'était pour le bien-être en fait de ces personnes, parce que le fait d'être en sevrage, quand vous avez plusieurs centaines de personnes en sevrage, ça crée des niveaux de violence, de tension qui sont inimaginables, et donc en fait c'est la médicamentation qui a été un peu le seul moyen en fait de refaire redescendre la pression. Et ce qui est intéressant surtout, et je vais finir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que ce médecin pointer du doigt le fait qu'il a été très seul en fait, très seul, c'est-à-dire que personne ne l'a encadré. C'est lui qui a pris en fait la décision de façon il s'est lui-même formé à la dictologie, etc., pour pouvoir être habilité à prescrire ces médicaments, pour faire en sorte que dans les CRA dans lesquels il travaillait, ça aille un peu mieux. Donc il y a une forme aussi d'abandon en fait total de ces lieux-là. En fait, ce sont des personnes qui sont pas considérées comme nos égaux, nos égales. Et je pense que c'est ça en fait qui saute aux yeux. Moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'en fait on s'en fiche de ces gens-là. Voilà. Rappelons effectivement qu'en plus, en mars dernier, la France a été condamnée pour la 11e fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour les mauvaises conditions de rétention des personnes étrangères sur son sol. On faisait référence à la nouvelle loi immigration qui arrivera bientôt à l'Assemblée nationale au début de notre entretien, qui du coup touche à sa fin. Est-ce qu'on peut craindre, c'est ma dernière question, que la situation s'empire avec ce texte ? En tout cas pour les CRA, c'est évident qu'il y a pas de disposition là dans le projet de loi qui touche particulièrement aux conditions de rétention. Donc je pense qu'en effet on peut pas s'attendre en tout cas à ce que ça s'améliore. Ouais, c'est sûr. Bon, on suivra tout ça bien sûr aux médias et dans les colonnes de Mediapart, bien évidemment. Merci à toi. Abonnez-vous d'ailleurs à Mediapart. Et oui, les médias indépendants, c'est très important. Donc abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous aux médias. Merci Salamé Brooklyn. Du coup, je rappelle que tu es journaliste chez Mediapart, on l'a compris, et que l'on retrouve ton travail là-bas, en écrit et en vidéo, bien sûr, notamment sur ce sujet qui est intitulé Rétention des sans-papiers derrière les barbelés du CRA du futur, pour les citer. À bientôt Célia. À bientôt.